Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un pilier du droit, la personnalité juridique. Derrière ce terme un peu formel se cache une question toute simple. Qui ou quoi peut avoir des droits et des obligations dans notre société? C'est un concept qui peut paraître évident, mais vous allez voir qu'il est plein de subtilités vraiment intéressantes. Allez, pour commencer, une petite devinette. Prenez un nouveau-né, l'association de votre quartier et une gigantesque multinationale. A priori, c'est le grand écart, pas vrai? Et pourtant, pour un juriste, ces trois-là partagent quelque chose d'absolument essentiel. C'est justement ce point commun qui est au cœur de notre sujet. Voici le programme. On va d'abord définir clairement de quoi on parle. Ensuite, on verra les deux grandes familles, les personnes physiques et les personnes morales. Puis, on regardera ce que ça implique en termes de droit et de patrimoine. On fera aussi un petit détour par le cas très débattu des animaux et on terminera avec un tableau récapitulatif pour que tout soit parfaitement clair. C'est parti. Alors, première partie, on pose les bases. La personnalité juridique, qu'est-ce que c'est exactement? Il faut vraiment voir ça comme le ticket d'entrée dans le monde du droit. C'est ce qui permet à une entité d'exister légalement et d'agir. Voilà la définition juridique. En clair, avoir la personnalité juridique, c'est être reconnu par la loi comme capable d'avoir des droits, par exemple le droit d'être propriétaire, et d'avoir des devoirs, des obligations, comme l'obligation de rembourser une dette. Sans ça, juridiquement, on n'existe pas. Et les conséquences concrètes sont immenses. Être un sujet de droit, ça veut dire qu'on n'est plus un objet de droit. On devient un acteur, on peut se défendre en justice, attaquer quelqu'un, on peut posséder des choses, que ce soit un téléphone ou un immeuble. Et bien sûr, on peut s'engager, signer des contrats, prendre des engagements qui ont une valeur légale. C'est la clé de toute la vie en société. Abordons maintenant la première grande catégorie, celle qui nous vient le plus naturellement à l'esprit. La personne physique. C'est très simple, la personne physique, c'est nous, c'est l'être humain. Le parcours de cette personnalité juridique suit notre propre vie. Tout commence à la naissance. C'est là qu'on acquiert la personnalité juridique. Mais attention, il y a une double condition, il faut naître vivant et viable. Tout au long de la vie, on est identifié par des éléments très précis, comme notre nom ou notre prénom, qui sont consignés à l'état civil, comme le précise l'article 57 du Code civil. Et tout aussi logiquement, cette personnalité juridique disparaît au moment du décès. Petite question, que se passe-t-il si quelqu'un disparaît, mais qu'on n'a pas la preuve de son décès? Le droit a prévu des mécanismes. Il y a la procédure d'absence, quand on est sans nouvelles de quelqu'un depuis très longtemps, qui peut aboutir à une déclaration de décès au bout de 10 ans. Et il y a la procédure de disparition, beaucoup plus rapide, pour les cas où la personne a disparu dans des conditions qui rendent sa mort quasi certaine, un crash d'avion par exemple. Allez, un petit test de compréhension. Vrai ou faux, un enfant qui est encore dans le ventre de sa mère a déjà la personnalité juridique? La réponse est faux. Il faut bien retenir la condition, être né, vivant et viable. Alors la loi lui accorde par avance certains droits pour une succession par exemple, mais sa personnalité juridique complète, il ne l'obtient vraiment qu'au moment de sa naissance. On passe maintenant au deuxième grand volet, un peu plus abstrait, la personne morale. Là, on ne parle plus d'un être humain, on parle d'une création de l'esprit, d'une sorte de fiction inventée par le droit pour donner une existence légale à un groupe. La différence est très claire quand on met les deux côte à côte. La personne physique, c'est une réalité biologique, un être humain. La personne morale, c'est un concept, une fiction juridique qui s'applique à un groupement, comme une entreprise ou une association. Sa naissance n'est pas biologique, elle est administrative. C'est un enregistrement, une déclaration. Alors attention à une erreur très fréquente. L'entreprise individuelle n'est pas une personne morale. L'entrepreneur qui l'a créée et l'entreprise elle-même ne font qu'un sur le plan juridique. C'est la personne physique de l'entrepreneur qui agit en son nom propre. C'est l'article L526-22 du Code du commerce qui nous le rappelle, c'est un point crucial. Mais alors, comment on la crée cette personne morale? Si on prend l'exemple d'une société commerciale, il y a des étapes bien précises. D'abord, on rédige les statuts, c'est un peu son ADN, ses règles de fonctionnement. Ensuite, l'étape décisive, l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le RCS. C'est cet enregistrement qui lui donne officiellement vie. Et enfin, on publie une annonce pour que tout le monde soit au courant de son existence. Parfait. Maintenant qu'on a nos deux types de personnes, physiques et morales, voyons ce qu'elles possèdent. On entre ici dans la notion de patrimoine. Le patrimoine, c'est en quelque sorte l'ensemble du portefeuille d'une personne, avec tout ce qu'elle possède et tout ce qu'elle doit. Et dans ce portefeuille, il faut bien distinguer deux compartiments. D'un côté, il y a les droits patrimoniaux. Ce sont tous les droits qui ont une valeur financière qu'on peut évaluer en argent, comme un bien immobilier ou une somme d'argent qu'on nous doit. De l'autre côté, il y a les droits extra-patrimoniaux. Eux, ils n'ont pas de prix, ils sont collés à la personne. Le droit au respect de sa vie privée, le droit de vote, le droit à l'image. Et ça, c'est l'une des conséquences les plus importantes de la personnalité morale. Quand on crée une société, on crée une nouvelle personne, avec son propre portefeuille, son propre patrimoine.
Il s'érige un véritable mur juridique entre le patrimoine de l'associé, ses biens personnels, et celui de la société, ses biens professionnels. En principe, les créanciers de l'entreprise ne peuvent pas venir saisir la maison de l'associé. C'est le principe de la séparation des patrimoines, et c'est fondamental. On va maintenant s'intéresser à un cas un peu à part qui fait couler beaucoup d'encre, le statut des animaux. Ils ne sont pas des personnes, mais on sent bien qu'ils ne sont pas des objets comme les autres. Alors comment le droit les traite-t-il ? Tout est résumé dans cet article, l'article 515-14 du Code civil. Il est en deux temps. La première partie est une reconnaissance forte. Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. C'est acté. Mais juste après, la deuxième partie vient tout de suite nuancer. Ils restent soumis au régime des biens. C'est toute l'ambiguïté de leur statut qui est là. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, puisqu'ils sont soumis au régime des biens, on peut en être propriétaire, on peut les vendre, les donner, ils font partie d'un patrimoine. Mais en même temps, comme leur sensibilité est reconnue par la loi, on n'a pas le droit de leur infliger des mauvais traitements. Des lois spécifiques les protègent contre la cruauté. On arrive à la fin de notre parcours. Pour être sûr que tout est bien en place, rien de tel qu'une bonne synthèse sous forme de tableau pour visualiser les différences et les points communs. Ce tableau récapitule parfaitement ce qu'on vient de voir. D'un côté, la personne physique. Sa nature est biologique, elle naît, elle est identifiée par son nom et sa personnalité s'éteint avec sa mort. De l'autre, la personne morale. C'est une fiction juridique. Elle naît par un enregistrement, elle est identifiée par une dénomination sociale et elle meurt par une dissolution. C'est un excellent résumé pour bien fixer les idées. Pour conclure, je vous laisse avec une question ouverte. Une question qui se pose de plus en plus aujourd'hui. On a vu le cas des animaux. Et si on allait encore plus loin ? Si demain, pour mieux protéger une forêt, un fleuve ou un glacier, on leur accordait la personnalité juridique, ça leur permettrait, via des représentants, d'agir en justice pour se défendre. Utopie ou prochaine grande évolution du droit ? Le débat est lancé. Merci pour votre attention.